Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition, un mois de mai qui continue de plutôt bien se dérouler, même si on voit que la hausse s'est un peu épuisée en Europe, notamment sur les dernières séances. Ces premières semaines du mois de mai ont été quand même marquées par un rebond des indices actions, notamment sur les marchés développés, mais ailleurs également, puisqu'on voit encore des indices émergents et chinois qui poursuivent leur mouvement de reprise. Bref, après le creux du mois d'avril, les grands indices sont tous revenus à leur sommet, battant même de nouveaux records historiques. On l'a vu ces derniers jours en Europe, on le voit également sur le marché américain, avec un S&P à plus de 5300 points et un Nasdaq qui s'approche des 17 000 points désormais, avec un niveau de volatilité qui est retombé au plus bas de l'année. Le VIX est repassé sous le niveau des 13 et même des 12,50. On est donc en eau basse en termes de volatilité, action implicite à ce stade. Nous dresserons le bilan de cette échéance du mois de mai, puisque c'est un jour d'échéance avec l'expiration derrière nous de différents produits dérivés, contrats futurs, notamment sur indices, et les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour ce bilan, le bilan de cette échéance qui aura été une échéance du mois de mai positive. À suivre donc notre discussion dans un instant, et dans le dernier quart d'heure, comme chaque troisième vendredi du mois, nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière. Comment et pourquoi investir dans les actions à dividendes? C'est Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le bilan de cette journée sur les marchés avec une échéance au final plutôt calme et un CAC 40 qui est en route pour clôturer juste en dessous du niveau des 8200 points. Les infos clés du jour, c'est Tendance mon ami, et c'est avec Pauline Gratel. Aujourd'hui est une journée d'échéance sur les marchés avec l'expiration de plusieurs produits dérivés sur indice. Et en cette séance des trois sorcières, l'heure est à la prudence pour l'ensemble des bourses européennes. Hier, le Dow Jones a dépassé pendant la séance le seuil des 40 000 points pour la toute première fois. Depuis le début de l'année, l'indice a pris 6% et reste en retard sur les performances du S&P 500 et du Nasdaq. Côté zone euro, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation définitive du mois d'avril qui reste à 2,4% sur un an. En version cœur, elle ressort conforme aux attentes à 2,7% sur un an. En France, plus précisément, les investisseurs attendaient aussi le taux de chômage du premier trimestre qui ressort inchangé par rapport au trimestre précédent à 7,5%. On le disait il y a quelques jours à l'occasion de la publication des résultats de Veolia pour le premier trimestre, l'hiver a été doux et les prix de l'énergie ont baissé. Ces deux facteurs ont plus affecté Engie qui rendait sa copie aujourd'hui pour la période janvier-mars. Le résultat de l'énergéticien avant intérêt et impôts recule de 3,2%, son EBITDA de plus d'1% et surtout le groupe fait état d'un chiffre d'affaires en berne en repli de près de 25%. Une publication boudée à Paris, le titre Engie cède environ 2%. Mais la chute du jour est signée Score. Le réassureur perd jusqu'à 10% au cours de la séance après avoir fait état d'un bénéfice net de 196 millions d'euros, alors qu'il y a un an, celui-ci s'élevait à plus de 310 millions et le consensus en attendait un peu plus. En Suisse, Richemont, la maison mère de Cartier notamment, prend 6% après l'annonce de la nomination de Nicolas Boss en tant que directeur général. Mis à part cela, les ventes de Richemont augmentent de 2% sur le premier trimestre à taux constant, en léger ralentissement sur la période par rapport au trimestre précédent, mais supérieur aux attentes. La folie du début de semaine autour de GameStop semble s'évaporer depuis quelques jours. Confirmation aujourd'hui avec les annonces du groupe qui avertit sur ses ventes et sur ses résultats futurs. Le titre ouvre en baisse à Wall Street de 20%. Lundi, même si c'est un jour férié, les marchés resteront ouverts. Il y aura peu d'indicateurs macroéconomiques au programme. Le reste de la semaine sera rythmé par les publications des PMI préliminaires de mai, notamment pour la zone euro et les États-Unis. La semaine se clôturera avec la première estimation du PIB allemand pour le premier trimestre.
Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Nos trois sorciers sont de sortie chaque troisième vendredi du mois pour débriefer cette échéance du mois de mai sur les marchés actions. Philippe Béchal est avec nous, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe. Salut. Jean-Louis Cussac avec nous également, Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Romain Dobré, bien sûr, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Le bilan de cette échéance avec vous pour commencer, Romain. L'échéance d'avril avait marqué ce creux de marché, ce trou d'air qui a été résorbé en quelques semaines. La dernière échéance avait eu lieu le 19 avril et donc jusqu'au 17 mai aujourd'hui, on est sur une tendance positive. Positive, oui. Bon, mollement positive à Paris. On progresse de 1,72%, un peu péniblement sur le CAC 40. 138 points de hausse. La compensation s'est établie à 8161,20. Donc à 16h aujourd'hui. Oui, à Paris, ça peine. Depuis quelques jours, on a cru à une sortie de trading range par le haut, débordé des tops. Donc 8149 sur le futur juin, 8250 sur l'indice CAC 40 cash, qui sont des plafonds de verre. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans une séquence très technique. On avait identifié, on l'avait évoqué la dernière fois, que le niveau de 8000 autour allait être probablement revisité sur l'indice CAC 40, que 4990, 5000 sur l'Eurostoxx, 4880, pardon, ouais. 4009 sur l'Eurostoxx, étaient des niveaux qui n'avaient pas été atteints. On est à 5000, c'est ça à peu près, ouais, 5100. Mais qu'au-delà, il n'y avait pas d'intérêt. Alors, au-delà de 5100, pas d'intérêt, et que la construction qu'on avait faite à l'époque, pour aller au-delà de 4880, 4009 sur l'Eurostoxx, n'était pas été, qu'on risquait de revisiter ces niveaux. C'est ce qu'on a fait, on les a juste visités, mais c'était la consolidation à minima. Il n'y a pas eu d'accélération baissière. On a testé sur tous les indices des petits niveaux d'alerte, 8% de baisse sur le Nasdaq qui ont été plus que compensés, et sur les indices européens, même chose. Sauf qu'on a cru à la sortie par le haut sur les indices européens. Sur le DAX, ça a été le cas, pas sur le CAC 40 qui invalide mollement ce soir. On n'a pas trouvé d'intérêt. Alors, il y a des éléments intéressants au cours de cette échéance, c'est que au cours de la séquence de baisse qu'on a connue, on n'a pas eu de pression baissière ou quasiment pas. En revanche, dans le rebond, un peu de soutien acheteur, mais un soutien faible. Quand on lit, et c'est un petit moyen de faire un peu de pédagogie aussi, quand on lit la position ouverte sur les futurs, on lit l'intérêt, et ça c'est quelque chose d'objectif. On va, en fonction de l'évolution de la tendance, voir si le nombre de contrats futurs va augmenter, stagner ou diminuer. Si le marché monte et que le nombre de contrats futurs augmente, c'est qu'il y a du soutien. Mais il faut aussi modérer ça par le fait qu'il y a des stratégies qui viennent créer et alimenter ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des stratégies combinées entre options et futurs et que l'intérêt qu'on voit naître n'est que technique. Donc il faut qu'il y ait quand même un soutien assez significatif. Là, on a connu sur l'Eurostoxx, dans le rebond qui s'est ouvert, je vais donner des chiffres exacts, on a vu un rebond et une hausse de 3,5% et depuis le 3 mai, et une hausse de la position ouverte de 8%, 200 000 contrats. C'est pas mal, mais il y a une part de technique, ça s'est fait un peu avant l'échéance. Sur le CAC 40, c'est ridicule, puisque au cours de cette échéance, on a progressé de 1,80%, on va arrondir, la position ouverte a baissé de 7%. Ah, ouais. Donc on a un déficit clair sur le CAC 40 qui n'accompagne pas les autres indices. Il y a une divergence entre le CAC et l'Eurostoxx. Entre le CAC et les autres. Et puis, sur le S&P, on a progressé de 5,72. Là, la position ouverte sur l'échéance, à hier soir, je n'ai pas les évidemment du S&P encore, à hier soir, et la position ouverte n'a progressé que de 1,5%. Mais, depuis le point bas du 2 mai, le S&P a progressé de 5,20, donc c'est le gros de la progression. Et là, la position ouverte a progressé de 6,47. Donc on a du soutien acheteur, mais ce n'est pas un soutien fort, ce n'est pas une grosse construction. Il y a une part de technique là-dedans aussi. Donc on a un mouvement qui est, comme je disais, un peu mollement haussier, même si on a battu des records. Sur les indices américains, on ouvre avec des gaps haussiers au-delà des résistances majeures. On a du volume qui s'est un peu étoffé. C'est un peu autre chose. Sur les indices européens, c'est un peu plus mou. Et puis, comme vous le disiez, attention, on arrive à des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas. 12,10 sur le VIX, sur l'indice de la volatilité sur le S&P. C'est un niveau préoccupant. C'est un niveau à prendre en compte, puisque c'est le bas de la zone, à mon sens, de complaisance. Ouais. Si on passe en dessous, on entre en euphorie. Alors, on peut rester en euphorie longtemps, des semaines, des mois, mais ça fait partie des niveaux sur lesquels on peut se poser la question de prendre un peu de bénéfices, faire un peu de cash et de se dire que si quelque chose venait, un grain de sable venait à survenir, ou si on lisait les éléments économiques notamment d'un autre angle, puisque le marché a l'air de vouloir lire
toutes les nouvelles du même angle pour l'instant, bien, il pourrait y avoir des réveils un petit peu difficiles. Il n'y a pas d'alerte majeure. Il y a encore 2 semaines pour conclure le mois de mai, et le bon vieil adage du sell in mai n'est pas complètement enterré. Ça pourrait être sell mid-mai. Sell mid-mai, d'accord. Parce que pour l'instant, c'est plutôt un buy in mai quand même. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs. Donc, c'est intéressant. Les séquences de baisse qu'on a connues, les petites consolidations, n'ont pas vu la création d'intérêt baissier pour l'instant. Il faut rappeler que 2022 et 2023 étaient douloureux pour les vendeurs. Donc, je pense qu'il faut être prudent, avoir un peu de protection dans les portefeuilles et puis travailler un peu d'achat de volatilité sur ces niveaux-là. Oui, c'est l'INES, je rappelle, c'est pas, c'est le dicton qui nous dit ça, mais ça ne veut pas dire vendez tout. Non. C'est alléger un peu des positions, l'exposition au risque, pourquoi pas. Enfin voilà, la saisonnalité historique nous montre que c'est un moment où c'est toujours peut-être propice de le faire, où c'est souvent propice de le faire. Mais ça ne veut pas dire liquider les portefeuilles actions. C'est un élément qui vient en plus d'autres. Mais un peu de nuance quand même. On a repéré qu'il y avait des occurrences maintenant. Oui. Il ne faut pas en faire un mode de fonctionnement. Il se trouve que là, le timing est plutôt pas mal respecté, le schéma calendaire est pas mal respecté, et que ça s'y prête un peu, de toute façon, d'être un peu prudent, et qu'on voit ces signes de faiblesse, notamment de sous-performance du CAC. On a vu que le luxe avait beaucoup de mal, notamment à Paris, ce qui pénalise évidemment l'indice parisien. Le DAX a formé des nouveaux plus hauts historiques, donc c'est pas exactement les mêmes configurations. Mais ça aussi, le manque d'harmonie entre les indices, c'est quelque chose à prendre en compte. Moins d'intérêt pour le luxe, c'est évidemment forcément moins d'intérêt pour l'indice CAC 40 en tant que tel, j'imagine. Bien sûr. Non, Jean-Louis? Je sais pas, je vous vois. Non, mais après, les performances du CAC et du DAX sont pas comparables, puisque le DAX rentre les dividendes et le CAC. Oui, alors, mais non, mais bien sûr, on était dans la période et on est toujours dans la période de détachement des dividendes, donc effectivement. C'est énorme la différence. Oui. 100 points de dividendes au mois de mai, donc c'est moins 100 plus 25 de taux à peu près. D'accord. Prochain mois, c'est combien j'ai dit 67, moins 25. 67, moins 25. 42. Merci. Donc en net, dividendes et intérêt net, c'est 42 points d'écart, c'est ça? Voilà, 42 points, parce qu'il y a 67 points, donc en effet, à enlever de dividendes, et il faut rajouter... Donc on a un spread de 42 à peu près là, mais ce spread va se réduire, et puis après, il peut s'inverser. Et d'ailleurs... c'est quand? C'est lundi, mardi, mercredi. Là, il va y avoir 33 points déjà de qui vont détacher. D'accord. Détachés. Alors, la hausse, moi, ce que je voudrais faire remarquer là, dans tout ce que tu as dit, c'est aussi le fait que on a redémarré un mouvement de hausse dans le vide total. Parce que, avec le 1er mai, le 8 mai, etc., rappelez-vous que les 2 premières semaines, là, il n'y avait personne sur les marchés. On avait des volumes, c'était misérable. On est bien d'accord. Donc l'intérêt ou l'intérêt à acheter ou l'intérêt à vendre, il ne rencontrait pas de résistance. Il y avait peu de densité dans les carnets. Ce matin encore, le CAC 40 ouvre, il prend 40 points en 30 secondes. Il les repère en 4 minutes. Et puis après, il ne fait plus rien. Enfin, voilà, on a quand même des marchés qui n'envoient pas de messages puissants. Moi, je pense qu'ils sont à bout de souffle. Vraiment. Quel serait le moteur potentiel? Alors, on peut tout imaginer, hein, mais on a tout anticipé. Oui, c'est-à-dire dans l'univers de ce qu'on peut connaître ou anticiper, oui, beaucoup de choses sont déjà sans doute dans les cours aujourd'hui. Oui. Le plus, c'est-à-dire la baisse des taux, a fait progresser les marchés énormément. Ensuite, on a parlé, les taux, ils vont plus baisser, ils vont peut-être même monter aux États-Unis. Le marché, il n'a pratiquement pas bougé, il a baissé là où il a baissé un peu. Et puis après, bon, les dernières statistiques étaient un peu rassurantes, CPI, etc. Donc les gens... Bon, on descend un peu sur terre, quoi, oui. Voilà. Mais il n'y avait pas de vendeurs, il n'y avait plus de vendeurs. Puis le marché, du coup, il a remonté. New York, enfin, le SP500, ce que je regarde, il a fait un nouveau plus haut, 1,15% au-dessus du précédent. Là, d'ailleurs, il y reste pas loin de ses plus hauts. Mais bon, voilà, on se dit, mais quel pourrait être le prochain moteur Donc c'est pas l'effet bouchon de champagne. Enfin, je veux dire, on n'est pas... d'accord. Non. L'idée, c'est que on pourrait regarder... Enfin, moi, je pense qu'il faut donc sortir un peu... Après, l'intérêt peut venir avec l'idée que l'Europe va repartir sur le plan de la dynamique économique, etc. Les mid et small, on les a vus démarrer d'une manière franche, forte,
avec des confirmations sur CGG, sur Elior, là. Après, il y a aussi des mouvements spéculatifs. Clariane, il y avait une augmentation de capital. Bon, là, c'est pas fini, d'ailleurs. Là, ils en ont annoncé une réservée. Mais c'est l'ancien Corian, c'est ça, Clariane. Elle est passée de 1,5 à 4 avec quelques à un moment donné. Puis elle est revenue un peu en arrière. Bon, ça s'est calmé. McPhee a explosé aussi. Il y a plein de valeurs comme Alstom qui ont bien progressé. Et on le voit au niveau des indices. L'indice small, l'indice mid and small à Paris, il est au même niveau depuis le 1er janvier que le CAC 40 large cap, quoi. Même au-delà. Même au-delà, ouais. Légèrement, j'ai vu. Depuis quelques heures. Symboliquement, c'est vrai. Explosé. Les promoteurs immobiliers, la Nexity, Kaufmann, ils sont bien repris. Il y a la Compagnie des Alpes qui a beaucoup monté aussi. Je regardais, moi j'en avais mis en portefeuille en me disant. Publié la semaine prochaine. Il y a un gros dividende. Ils l'ont distribué il y a peu de temps. Les perspectives sont pas mal. Je pensais pas qu'elle allait remonter aussi violemment. Elle a vraiment beaucoup boosté. On sent de l'intérêt. Alors, sur les mid et small, j'ai l'impression que le risque à y aller est moins fort. On a moins de risques. Ah ouais, je comprends. Il est moins fort qu'avant. Mais il faut être hyper sélectif. Voilà. Ça tombe bien, c'est le job des gérants de small cap, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Il faut chercher celles qui... C'est pour ça que Elior, moi, m'intéressait, parce que c'est des boîtes avec des gros chiffres d'affaires, qui commencent à faire un peu de marge. Ça peut décoller. Évidemment, De Richebourg a suivi derrière. Bien sûr. L'action a décollé aussi. CGG, ils sont vraiment dans le pipeline, il y a des trucs pas mal. Donc, moi, j'y crois toujours, et j'en ai pas mal, puisque je l'avais annoncé, et je les garde, je ne les vends pas, puisque... On est à quoi là ? On est à 0, on a fait 0,6 aujourd'hui. Vous dites l'intérêt a disparu pour l'indice CAC 40. Vous dites ça se déplace quand même sur des cotes de taille un peu moins importante. Il y a des analystes qui vont entre 1 et 1,30. Entre 0,9 et 1,30. On est à 0,55. De quoi Sur CGG. Ah oui, c'est CGG, oui d'accord. Oui. Bon, Elior, par exemple, là, c'est sous 4, c'était plus ou moins un topiche, mais elle a tellement boosté, là, hier, c'était incroyable. Bon, là, moi, je suis sorti aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est pas évident. Alors, il y a des valeurs, on peut regarder, qui offrent des profils de risque faibles, qui n'ont pas encore redémarré. Bon, je dis pas qu'il faut en faire, mais LNA Santé, bon, elle est en train de digérer toutes ces catastrophes de ces derniers temps. Bon, c'est le truc que je surveille, je vais voir si le volume démarre. Mais de toute façon, c'est violent. Quand ça démarre, ça va très vite. On voit qu'il y a quand même encore, de la part des investisseurs, un appétit pour le risque qui est présent. Ils ont envie d'y aller. Donc, parfois, sur les small, il y en a beaucoup même qui ce paquet-là. Non, mais ça donne un Après, il n'y a pas eu de flux. J'ai l'impression, quand je discute avec les gérants sur les small françaises, européennes, les vrais gros flux, c'est compliqué. Ça se fait attendre. Tout le monde dit la baisse des taux permettra de voir des flux revenir sur les small et mid cap. Mais dossier par dossier, il y a déjà des choses qui se passent. Les small, c'est des 500 millions minimum de capitalisation, on va dire. Oui, sous 1 milliard, quoi. Oui. Ouais, voilà. Bon, alors que le compartiment des small, c'est en dessous de 150 millions. Le groupe C, c'est en dessous de 150 millions. Ouais. Là, c'est vraiment les small. Les mid, c'est considéré entre 150 et 1 milliard. Et les grosses, au-dessus d'1 milliard, groupe A. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres qu'aux États-Unis, de grandeur. Oui, même si la cote française ou européenne de mid et de small est de bien meilleure qualité que la cote américaine. Le Russell n'est pas revenu au contact du S&P 500 à ce stade. Enfin, Russell, il y a combien de valeurs ? 2000 ? Oui, il y a 2000 valeurs. Bon, en Europe, on peut trouver des indices small avec plusieurs centaines de valeurs aussi, quand même. Bon, Philippe, votre échéance ? Un régal. D'un point de vue phénoménologique, c'est un régal. Alors, la revanche des indices US par rapport aux indices européens, alors là, déjà, j'écrivais il y a 3 jours, déjà, le Nasdaq fait 4 fois mieux que le CAC depuis le 19 avril dernier. Le Nasdaq a pris exactement 10% sur un mois, là. entre... Nous étions en plateau avec un Nasdaq qui était autour de 15 280 et on est à plus de 16 700, ça fait exactement 10%. Le S&P 7,2 maintenant, 7,2. Le CAC 1,8, l'Eurostoxx 2,5. Enfin, vous vous rendez compte un peu, là, on s'est fait fracasser. Là, on avait pris de l'avance en Europe. Pas tellement quand même. On avait fait effectivement un bien meilleur mois d'avril, on avait beaucoup moins baissé que Wall Street. Mais enfin là, la revanche
on avait moitié moins baissé que Wall Street, et Wall Street fait 3 à 4 fois mieux, 5 fois mieux même pour le Nasdaq. Enfin, on se rend compte qu'il y a quand même un phénomène. Alors, essayer de l'expliquer un petit peu. Première chose, le dollar est un peu plus faiblard depuis quelques jours. Donc on rapatrie des actifs libellés en euros. Ça permet d'extraire une petite plus-value sur la devise. Mais enfin, c'est pas 1% de gain sur l'euro qui peut expliquer 10% sur le Nasdaq. C'est clairement la composition du Nasdaq qui explique ça. On est revenu en force sur les semi-conducteurs, les valeurs IA. Ça me paraît extrêmement clair. Ouais. Depuis déjà 10 jours, il y a plus de... Nvidia publie la semaine prochaine, voilà. Pour ceux qui s'intéressent à l'IA. Nvidia est à 2350 milliards de capi aujourd'hui. On est à $5 du plus haut absolu. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'on attend encore, mais bon, il y en a qui disent que ça ira à 1000. Voilà. Donc, 1087 la cible. Ouais, voilà. Donc ça pour dire que en plus de l'effet devise, en plus de la composition différente du Nasdaq, etc., je me dis quand même que depuis 10 jours, j'ai l'impression qu'on vend un peu en Europe pour aller soutenir des indices US pour les emmener au plus haut. Et puis, on y est aujourd'hui pour la séance des 3 sorcières. Les volumes... Alors nous, c'était pitoyable la semaine dernière, on a fait 2,3 milliards en moyenne par jour. Là, cette semaine, on n'est même pas à 2,6. C'est le mois de mai. Voilà, il y a vraiment pas d'intérêt acheteur. Et aux États-Unis, le phénomène, depuis le 3 mai, vous regardez, par exemple, le nombre de lots qui sont traités sur le contrat SPDR du S&P, on est à 72-75 milliards en moyenne longue. Le précédent record du 28 mars du S&P, on est à 100 000 contrats sur le SPDR. 96 000 le lendemain, 80 000, ça bourre. Là, depuis le 3 mai, les volumes sont tombés de 70 000 à 45 000, 40 000. Lundi, le record, 29 millions de contrats seulement. On vient de 100 millions. Sur l'ETF S&P. On vient de 100 millions le 28 mars. Et là, on termine la semaine, on est à 42, 43. L'activité, elle est tout simplement divisée par 2. Et pourtant, on a réussi à remonter tout ça au sommet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas d'intérêt acheteur et que ça monte quand même? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeurs. Et voilà ce qu'est devenu ce marché. C'est un marché où plus personne n'ose se mettre en face du rouleau compresseur. Attends, Philippe, parlons-en. Il y a quand même, c'est vous-même qui le disiez avant qu'on ouvre les micros. Il y a eu combien de milliards perdus par les short-sellers justement en début de semaine sur les mêmes stocks. Sur le regain de la folie même stock. Oui, il y en a toujours des vendeurs. Voilà, donc oui, on a quelques vendeurs sur des valeurs des small. D'ailleurs, non, mais finissez sur les indices, Philippe. Je voulais. Non, mais ça permet aussi de rebondir sur le fait que Elior, CPG, tout ça, ça rebondit aussi parce qu'il y avait du vendeur. Ouais. Mais il n'y a pas de vendeur sur les indices. Voilà. Là où il y a du contrat CAC, du contrat S&P, des options, il n'y a plus de vendeurs. Donc c'est la fin de la hausse. C'est une espèce disparue. Non, même dans les plus fortes hausses, vous avez toujours des vendeurs. Là, il n'y en a plus. D'où la question que je me pose le jour où le marché se retourne. Oui, mais c'est ma question. Est-ce que c'est la fin de la hausse s'il n'y a plus de vendeurs? J'en sais rien. Je ne sais pas si ça... On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, en 40 ans, j'ai jamais vu l'indice s'il y a plus que des acheteurs. Faire un top le 28 mars avec des journées à 70 ou 100 millions de contrats et on revient sur les sommets avec 40 millions de contrats, la moitié. J'ai jamais vu ça, moi. En 40 ans, ça n'existe pas. Donc, on est là vraiment dans une terra incognita. Et surtout, ce que je sais, par contre, c'est que quand dans un marché où il n'y a pas de vendeurs, quand ça se met à chuter, qui rachète personne. Bon, donc s'il n'y a plus que des acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a du cash. D'accord. Il y a du cash disponible, vraiment. Du cash qui n'était pas investi, du cash qui a été mis en monétaire et qui voit que les taux vont baisser un peu et qui ont raté une partie du train sur pas mal de valeurs, qui voit que les small et mid, ça bouge un peu. Donc ça pourrait susciter des intérêts. Par ailleurs, il y a de l'intérêt. Bon, après, t'es encore bien payé sur du monétaire. C'est encore pas mal, mais en tout cas, il peut y avoir une alternative s'il y avait un trou d'air de se dire, tiens, ce serait un bon moment pour rentrer. Ça dépend de quelle façon se déclenche ce trou d'air. Mais donc je pense que ça protège un petit peu aussi, même si, encore une fois, les niveaux de volatilité font que ça pourrait secouer un peu plus que ça ne le pouvait il y a un mois de ça. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que la position ouverte indique qu'il y a de la place
quand on était en point bas des marchés en septembre 2022, il y avait 4 500 000 contrats ouverts sur l'Eurostoxx. Hier soir, il y en a 2 800 000. Ouais. Donc, il y a de la place pour que de nouveaux entrants arrivent. Donc, ils n'ont pas beaucoup soutenu ce mouvement-là. Ils pourraient être là en soutien si le marché rebaissait un peu. En tout cas, il n'y a pas de vendeurs. Ça, effectivement, c'est confirmé et avéré par cette hausse qui se forme sans soutien. Encore une fois, on est nettement plus haut 2 ans plus tard et on n'a pas d'intérêt. Donc, je pense qu'il peut y avoir des forces de rappel si ça consolidait un peu. Je pense qu'il y a des points d'entrée. Pas mal voulaient, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, acheter sur repli. Ouais. Quand il y a eu le trou d'air, on l'a vu, 8% sur le Nasdaq, on est plus haut maintenant. On a un peu la même configuration que celle qu'on avait rencontrée il y a un an de ça, à savoir qu'on avait payé d'octobre 2022 à avril-mai 2023 et on a consolidé latéralement jusqu'au mois de septembre, trou d'air fin septembre, et là ça a permis de recréer une dynamique. Et rebelote octobre jusqu'à pour l'instant, mai 2024. Exactement. Alors pour l'instant le marché a la même configuration, il ne faut pas toujours systématiquement la même chose, mais là on voit qu'on n'a plus de peps, qu'on ne paye pas les plus hauts. En revanche, dès qu'il y a un trou d'air, on a manifestement des intérêts, des acheteurs. Voilà. Et l'idée d'un trou d'air, c'est l'idée de ce qu'on a vu en avril ou ça peut être un trou d'air plus marqué que ce qu'on a vu en avril Ça peut être un petit peu plus brutal techniquement, graphiquement. Je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Encore une fois, je crois qu'on a trouvé des niveaux sur lesquels on peut racheter. C'est en gros 7008, 8002 sur le CAC. Oui, ça reste les mêmes bords. Les mêmes points d'entrée pour des acheteurs potentiels. Sur les caractéristiques du marché, notamment américain, on a toujours des flux entrants d'investisseurs. Alors cette semaine, je verrai les statistiques bientôt, mais à vendredi dernier, si vous voulez, les flux, ils étaient vraiment extrêmement forts, acheteurs d'ETF, actions sur les actions américaines. Américaines, c'était très important. Dans le monde entier, c'était encore les États-Unis qui étaient là, présents. Ensuite, on a toujours des volatilités de liquidités extrêmement fortes, et ça, au niveau des volumes et des variations de volume, c'est parce que aussi les marchés sont hyper impactés par tout ce qui est options zéro day, etc. Et donc, on en arrive à une situation même aux États-Unis. Ça devient un vaste casino, quoi. Non, mais c'est que là, ça devient ce sont des paris, oui, bien évidemment. Mais ce sont des paris sur lesquels il y a du hedging. Donc, si ça monte, il faut acheter pour couvrir les calls, et si ça baisse, il faut vendre pour couvrir les puts. C'est les markets qui le font. Aux États-Unis, c'est clair et net. Aussi chez nous, mais là-bas, ils achètent beaucoup. En effet, les paris, c'est j'achète le call, j'achète le put. Et derrière, ça entraîne des algos qui gèrent les positions pour hedger, pour couvrir ces ventes, et qui amplifient tous les mouvements d'une manière extrêmement violente. On le voit sur les publications, sur la publication d'un chiffre, on voit les mouvements qui sont violents. C'est la mécanique qui a entraîné l'envol des mêmes stocks, c'est-à-dire que d'un seul coup, toute la communauté qui suit Run Kitty achète des calls, le market maker est obligé d'acheter des titres pour se couvrir, et puis derrière, c'est l'emballement, le delta qui explose, enfin voilà. Donc, on en arrive à une situation qui n'est pas encore celle à la française, mais en France, qu'est-ce qui se passe sur le marché français ? On a un volume entre 9h et 17h30. Ça s'arrête pendant 5 minutes et le fixing. Aujourd'hui, c'est au fixing autant que ce qu'on fait dans la journée. Ça pose problème quand même. Alors aux États-Unis, ce n'était pas le cas, mais là, à cause de ces options, alors je ne sais plus exactement les délais, mais c'est 30% du volume, je crois, dans la dernière demi-heure. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Bon, moi, je prends la dernière demi-heure. Allez, laisse-moi. Je leur laisse à même 30 minutes, 20 minutes de plus. Mais c'est délirant. Il n'y avait pas ça avant. Bon, voilà. Et ça, c'est dû à des facteurs techniques, et moi, j'insiste depuis très longtemps là-dessus pour que les gens se comprennent, à des phénomènes de construction qui sont hyper impactants. Et comprendre ce qui se passe sur les options, c'est important parce que ça explique beaucoup de choses. Et quand on a la solution de l'explication, ça évite de se poser des questions métaphysiques et de se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, pour finir avec la volatilité des marchés, c'est la volatilité implicite dont tu as fait un peu, t'en as parlé un peu tout à l'heure. On devient un peu, pour la première fois depuis très longtemps, je trouve qu'on s'approche d'une complaisance. Pas vraiment encore dans la construction, parce que les clients finaux ne vendent pas d'options. Ils sont tellement fait avoir dans la baisse de 2020 que bon. Mais quand même, on arrive là sur du delta 0,3 en juin à du 9. Donc on a vraiment une baisse de la vol implicite
qui est quand même assez incroyable. On est à 10,5 à peu près à la monnaie. On devrait être plutôt, franchement, dans la période actuelle. Ça fait longtemps que je vous ai pas entendu utiliser effectivement le mot de complaisance ou de risque de complaisance. Oui, parce qu'on sera à 11,5-12. Moi, je trouve que ça se comprendrait très bien aujourd'hui avec les risques géopolitiques, les risques... Vous vous rendez compte que la guerre commerciale annoncée entre les États-Unis et la Chine, rien provoqué. Archi-inflationniste. Oui, et ça n'a rien provoqué. Bon, eh bien, oui, en plus. Mais regardez, la vol implicite est restée très faible. Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur un peu au-dessus, tu prends du call 8000, 8004, 8003, t'es tout de suite à 9 de vol, quoi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont des petits warnings qui s'allument, des petits clignotants, faites attention, etc. Bon, sur les mêmes stocks. Ça m'intéresse quand même. C'est allé très vite cette fois, parce que là, ce soir, je crois que GameStop revient déjà sous les $20, donc c'est les niveaux que GameStop traitait en début de semaine, quand il se passait rien sur GameStop, quoi. Et donc 200% de hausse en 2 séances, les vendeurs à découvert qui sautent par la fenêtre. On a fait le calcul qu'entre AMC, les salles de cinéma, et GameStop, c'était autour de 5 milliards de paumes. Mais réel, c'est-à-dire que vraiment, là, ils ont été obligés de se racheter. Les options, on ne pouvait même pas en trouver. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et bon, ça n'a pas duré longtemps. Puis tout le monde commence à s'exprimer. On se demande s'il ne faut pas un tout petit peu de régulation. Mais ça qui survient alors que... Ça nous dit quoi ? Ça survient alors qu'on s'emmerdait ferme, je dirais, sur le S&P depuis le 3 mai. Il n'y avait pas de volume, il n'y avait plus de volume sur les grosses. D'un seul coup, il y a eu une opportunité d'aller faire de l'argent sur des smalls, sur des petites. Donc ça s'est fait, voilà. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un tweet. Il n'y a même pas de mots, je crois. Hein. Non, c'était un petit dessin. C'est une image postée par un compte... chaton rugissant qui se rapproche de son écran, qui était endormi depuis 3 ans. Voilà. Et un tweet, une image. Avoir gagné près de 40 millions de dollars. Sur 2021 en 2021 il est passé de 50 000 dollars à 40 millions. Tant mieux pour lui. Voilà. Non, mais ça me fascine de voir qu'effectivement, on peut créer et ou détruire autant de capitalisation, j'allais dire, simplement sur la base d'une image, quoi. Oui, parce que je ne sais pas si ça relève de la psychologie, de l'hypnose. Un peu, j'imagine. L'hypnose collective. Un peu de psychologie, j'imagine, quand même. Voilà. Alors maintenant, je voudrais aussi mettre l'accent sur un autre signal qui me paraît très fort. Bon, l'or, l'argent, ça y est, ça fait un breakout à la hausse. L'argent dépasse ses sommets de début août 2022, de mi-avril 2024. Et là, c'est vraiment avec du volume. Et c'était la pire journée aujourd'hui, si vous voulez, pour voir l'argent faire 3,5, l'once d'or passer les 2004. C'était la pire journée. Le dollar remonte un peu. Généralement, l'or évolue à l'envers. Ouais, c'est plutôt un peu détendu quand même ces derniers temps. Les taux d'intérêt, ils se détendaient bien au milieu de semaine. Il faut se dire, bon, d'accord, alors là, l'argent, il y a un peu de soutien, les taux se détendent, paf, le 10 ans français repasse au-dessus des 3, le 10 ans allemand repasse au-dessus des 2,5, le 10 ans US repasse au-dessus des 4,5. Mais c'était la pire journée pour voir l'argent gagner 3,5. Il a tout. Il n'y a que des vents contraires aujourd'hui sur l'argent et pourtant il passe. Et là, il y a des gens qui achètent. C'est pas de la spéculation, c'est pas Roaring Kitty là. C'est l'inverse total. C'est des mains très solides. C'est pas le petit spéculateur, c'est des gens qui connaissent par contre par cœur les mécanismes du LME, etc., du CBOT. Donc ces gens-là, ils savent quelque chose, parce que on paye pas l'argent $30, 30,5 un jour où les taux montent. Voilà. Donc il peut y avoir un petit décalage. Je sais que l'or a monté à un moment où les taux réels montaient et que personne ne comprenait pourquoi l'or montait alors que les taux réels montaient. Donc les taux, ils ont quand même depuis 4,70, on a reperdu 30 points de base quand même. Ouais, mais par rapport... Pourquoi maintenant ? D'accord. Je veux dire, par rapport au 19 avril dernier, où on était là avec un Nasdaq à 15 200, les taux ont pas baissé. Le Nasdaq a repris 10%. Donc là aussi, on peut se dire sur quoi s'est appuyé le Nasdaq, pas sur la détente des taux. Donc là... on a réanticipé quand même 2 baisses de taux de la Fed cette année. C'était 7 à 8 en début d'année. Donc. Non, je suis d'accord, mais, mais on est passé par 0. En tout cas, tu as raison. C'est-à-dire que quand on a vu leur montée, en dépit, on peut dire, de toutes les mécaniques classiques, ça nous a amené à nous poser la question de qui était acheteur. Et là, en appelant 2-3 fondeurs suisses...
eh ben, vous savez que là, tout leur part en Chine, part en Inde, etc. Et l'argent, je peux vous le dire, là, les fondures suisses ne peuvent pas fournir. Vous ne trouvez pas de lingotin d'argent, vous ne trouvez pas de pièces d'argent. À l'instant où on se parle. Donc on peut acheter que sur des produits financiers. Bah voilà pourquoi. Ouais. Tu as répondu à la question. Romain. Bah oui. L'argent, ça fait... vous aimez bien. On peut pas dire le contraire. Ah non, ça fait des années. Pour être transparent. Oui, non, c'était quelque chose qu'on avait vu arriver, une accumulation qui se mettait en place de long terme. Graphiquement, effectivement, on avait signalé le déclenchement de la 25-32 et de la sortie d'une congestion de 3 ans. Donc oui, un mouvement fort sur l'ensemble des matières premières en général. De toute façon, le cuivre aussi, 30% depuis la mi-mars, on l'avait signalé. On a atteint une cible graphique qui est quand même hyper importante. On a rallié un niveau qui était des tops de 2021, puis de 2022 et surtout de 2011 précédemment, aux alentours de 5. Donc, il y a un mouvement fort qui se met en place. Maintenant, peut-être une petite pause à court terme. On peut re-rentrer sur le cuivre entre 4,60 et 4,70 si on veut intégrer le mouvement. Il y a peut-être une petite consolidation à venir encore. Quant à l'argent, effectivement, il a rarement eu des mouvements aussi brutaux et aussi constants, parce que c'est très volatile, l'argent. Et donc, comme je le suis depuis longtemps et qu'on a eu pas mal de faux départs, là, l'accumulation sous 29,35 a été rapide, et le rebond et l'accélération au-delà pour aller chercher la prochaine cible à 31,70 et la cible idéale du mouvement qui est aux alentours de 35. Donc on a encore de la place potentielle, ça peut se mettre en place et ça peut continuer effectivement assez rapidement. Et c'est pour ça que les mêmes stocks, c'est un peu triste, parce que je serais ravi de cette histoire qu'on nous racontait en 2021 de la victoire de Main Street contre Wall Street, mais quelles sont les positions réelles de Main Street qui ont payé au plus haut des titres, qui valent plus la moitié et encore ce soir le 5e de ce qui valait dans le courant de la semaine. Donc c'est super, il y a des gens qui savent et qui connaissent le marché, qui en ont profité. Enrichissant, combien ont perdu et donc je trouve pas l'histoire avaient sur leur compte. On serait ravi que ce soit vrai, mais c'est pas vrai ce mythe de la victoire de Main Street contre Wall Street. Donc il y a beaucoup de perdants aussi là-dedans, et c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses à faire ailleurs. Donc les matières premières, on l'avait dit, les small et mid caps, il y avait des choses à faire, et puis l'Asie. On l'a dit aussi il y a quelques temps, la Chine, ça se met en place, et la Chine notamment, avec effectivement des hausses qui sont significatives, qui sont mises en place. Il y a Alibaba qui est sorti d'une congestion qui date de 4 ou 5 ans maintenant, avec des résultats horrible, mais qui a pris déjà une quinzaine de pourcents depuis ça. C'est toujours bon signe quand les mauvaises nouvelles font plus baisser un cours de bourse, voir le faire rebondir. En tout cas, il y a de l'intérêt, et on cherche, et on a une cible qui se situe avec encore 20-30% de hausse possible sur Alibaba, aux alentours de 110-120. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place vraiment de ce côté-là. Donc il y a des choses à faire en dehors des gros indices. Sur une CAC 40, on a pris un 80% mollement. Oui. En dehors de ça, il y avait des choses qui sont bien développées. Il n'y a pas que le CAC. Il n'y avait pas que le CAC, et puis il n'y avait pas que les mêmes stocks pour faire des trucs intelligents sur le marché. Je vais vraiment te poser une question en 3 secondes. Est-ce que tu as des indications sur les positions ouvertes sur l'argent ? Est-ce que tu sais à combien se montent les positions vendeuses ? Non, je ne l'ai pas, parce que j'ai le COT, je peux regarder. Pas les positions vendeuses, mais je peux regarder si l'intérêt continue à monter. En revanche, je sais quand on a déclenché le signal il y a 2 mois de ça, et qu'on l'a indiqué ici, l'intérêt avait très significativement monté, et il a suivi la courbe de progression du marché. Donc l'intérêt spéculatif a suivi et a accompagné. Vous nous le mettrez sur un petit post avec plaisir. X Twitter. On sera intéressé, tout le monde sera intéressé d'avoir. Alors, Jean-Louis, oui. Non, mais c'est combien le coût d'emprunt de titre pour revendre des couverts ? Moi, c'est des choses qu'il faut regarder, parce que ça aussi... ça fait partie des valeurs les plus shortées, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'ils y vont, les gars. Est-ce que c'est vraiment des acheteurs, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs qui se rachètent parce que ça coûte. Vous savez que quand vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, vous en trouvez toujours de l'argent, quoi qu'il arrive. Après, en fonction de ce que vous pouvez amener en garantie. Mais vous avez de l'argent à 3, 4, 5, en fonction du taux d'intérêt. Vous en trouvez tout le temps. Il y a forcément une mécanique de rachat de short. Par contre, des valeurs les plus shortées. Des titres, c'est limité au nombre de titres. Donc, si celui qui possède le titre ne le prête pas, parce qu'on se plaint souvent des vendeurs à découvert qui massacrent, mais ils massacrent ce qui ne marche pas. Donc, aux États-Unis, on a droit à plus. Alors, le nombre de titres. Je sais pas 140 quelques pourcents. L'emprunt de titre peut aller au-delà du nombre d'actions en circulation. C'est de la folie. C'est le leverage à l'américaine. Chacun se faire son opinion. C'est le leverage à l'américaine. Le coût que ça coûte, et ce coût dans l'emprunt, lui, c'est pas 3-4% par an. Ça peut être... on a connu des situations dans le passé avec des 50% par jour. C'est le déport, c'était le fameux déport. C'était la folie. Bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, la parenthèse a été rapide sur les mêmes stocks, puisque
GameStop, on le disait, est revenu ou en train de revenir sur les cours de début de semaine. Dans les mouvements qui font commenter aussi, et d'ailleurs c'est intéressant parce que au moment de l'échéance d'avril, ou mi-avril, alors je sais pas, on n'est pas allé à 1,05 sur l'euro-dollar, mais on était peut-être passé à 1,06 ou un peu en dessous. Ça n'arrête pas de remonter depuis ces dernières semaines. On a stabilisé. Moi, chaque jour, j'écrivais, parce que vous l'avez reçu, que il y avait tout pour que l'euro remonte. Sur le plan technique, c'était un peu baissier. Donc c'était baissier, biais neutre. Et puis on l'a vu doucement, jusqu'au CPI. Où là, ça a franchi mon reverse. Là, c'était propre, à 1,0830, on est monté direct. Et puis là, ça se redégonfle un petit peu à nouveau, mais parce que il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur... beaucoup, c'est difficile à dire. Parce que là aussi, c'est à bout de souffle, comme vous le disiez, pour le CAC et pour les marchés. C'est différent, parce que là, c'est pas à bout de souffle, parce qu'on n'investit pas sur des choses qui peuvent être rémunératrices comme une société, mais c'est sur des politiques monétaires. Les drivers sont différents, oui. Voilà, c'est différent. Alors, c'est pas à bout de souffle, c'est plutôt à bout de conviction. Plutôt à bout de conviction. À un moment donné, on se pose la question. L'idée étant que sur le long terme, si l'économie européenne redémarre vraiment, l'euro sera plus attractif. Les États-Unis finiront par baisser aussi leur taux, puisque là, on a anticipé qu'il y aura un décalage par rapport à l'Europe. Donc, l'idée, c'est que partant de la situation d'aujourd'hui, dans une optique long terme, l'euro devrait se valoriser. Ah ouais, intéressant. Bon, sur les devises, je ne sais pas, il y avait des choses intéressantes à signaler. Je parie que la Banque centrale du Japon, la BOJ, va devoir en remettre un coup, parce qu'on est... C'est quand même dans le seuil d'intervention, c'est 160 ? En fait, ça aurait dû être 156,5. C'était le précédent record de 1990. Oui, bien sûr. Du Walkman et de Retour vers le futur. Quand on a cassé les 157, c'est parti à 160. Là, c'était alerte rouge. Et ils y sont allés. Là, on voit qu'il n'y a toujours pas d'intérêt acheteur sur le yen. Et puis, la croissance japonaise, moins 0,5. L'inflation, 2,5. C'est quand même assez mauvais, je dirais, comme combinaison. Oui. Et on voit pas ce qui va sauver le yen à très court terme. En ce qui concerne l'euro et le dollar, moi j'ai tendance à penser que les banques centrales vont pas baisser les taux. Je pense que l'analyse des prix à l'import, la guerre commerciale sino-américaine, la hausse de 30%... Attends, la guerre commerciale sino, elle existe déjà depuis 10 ans maintenant. Et là, c'est ciblé sur moins de 5% des produits chinois importés par les États-Unis. Non. Les véhicules, c'est Epsilon, effectivement, les véhicules chinois. Mais tout. Les semi-conducteurs sont visés, les composants de batterie... Non, beaucoup. On est bien au-delà maintenant en termes d'impact. Mais si tu cumules mais là, ce qui a été annoncé par Trump, ça vise 18 milliards de dollars de produits chinois importés. Biden ou Trump ? Biden, pardon. Voilà. Oui. Il fera pareil, Trump. L'augmentation des taxes ou la mise en place de nouvelles taxes concerne 18 milliards de dollars de produits chinois importés. C'est moins de 4% des importations chinoises par les États-Unis. Qu'est-ce que vont faire les Chinois ? Ils vont mettre 18 milliards aussi. Oui, je suis d'accord. À la sortie, ça fait 35 milliards. Non, donc tout est inflationniste. La démondialisation est inflationniste. La guerre commerciale sino-américaine est inflationniste. La hausse des salaires était inflationniste. Il manque plus que le pétrole qui, heureusement, est redescendu de 91 à 82. Et si on le revoit à 90 à la fin du mois de mai, là, je veux dire, tout sera au rouge pour l'inflation. Je pense que les banques centrales vont pas beaucoup baisser les taux. Pas beaucoup. Oui, mais c'est très différent. C'est différent déjà, Philippe. Entre 8 et 2, déjà, on aurait dû faire une dépression. Mais personne ne dit qu'elles vont beaucoup baisser les taux. On ne parle que de recalibration et personne ne dit qu'on va même aller directement au taux neutre ou en politique monétaire accommodante. Personne n'a jamais dit ça, je ne l'ai pas jamais entendu en tout cas. Moi, je n'irai pas le soutenir non plus. Je dis simplement que par rapport à 8 baisses de taux, on n'est plus qu'à 2. Donc c'est déjà plus le même monde. Et la facture, le coût de la dette, il est de 1100 milliards maintenant aux États-Unis. Il va manquer des sous. Et je pense que ce que la hausse de l'argent et de l'or nous dit, c'est que pour payer les créanciers, on va imprimer. Non, mais la question du cycle de baisse de taux, elle est tout à fait légitime. Est-ce que c'est un cycle normal qui va jusqu'à la neutralisation de la politique de taux des banques centrales ?
personne n'en sait rien. Et toute prévision au-delà du 5 novembre est caduque de ce point de vue-là. Il n'y a pas de Pour moi, pas de sujet. l'inflation, ça détruit la dette de façon indolore. On imprime de l'argent derrière. Qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement l'argent, le cuivre, voilà. Bon, je sais pas si on reparle des smalls. Moi, je veux bien qu'on redise un mot là. Je sais pas puisque c'est un marché de stock picker, Romain. Alors, si on prend les paniers qu'on avait évoqués, je regardais, on est à 2, 3, 4% selon les paniers de valeur de small et mid cap, des cibles, des premières cibles idéales. Ça ne veut pas dire que ce soit pas un mouvement de fond. Il y a même de la place encore à moyen et long terme. Donc c'est à continuer. Maintenant, il y en a pas mal qui ont déjà beaucoup performé. Ouais. Il y a des cibles qui sont atteintes, c'est difficile, effectivement. On en avait cité quelques-unes qui ont atteint des niveaux graphiques. Il va falloir des consolidations, des confirmations. On n'a pas les mêmes configurations sur une CGG qui a fait une petite figure de retournement en un mois ou deux, et sur des valeurs beaucoup plus larges. Je ne sais pas, Valourec, par exemple, qui a fait quelque chose une consolidation qui a duré 4 ans. Donc, on n'a pas les mêmes mouvements et pas les mêmes rattrapages, à mon sens. Et déjà, il va falloir trier là-dedans. Ensuite, si on veut trouver quelques valeurs sur lesquelles ça bouge un peu encore, j'ai identifié Olot Group, qui a l'air de sortir d'un trading range là ce soir. Il y a Obey qui réaffirme une petite dynamique haussière. Aramis, V4 c'est un peu différent, c'est déjà pas mal entamé, mais elle s'attaque à des niveaux importants. Donc voilà quelques valeurs qu'on peut regarder. Je pense qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Du côté des secteurs forts, il y a toujours la banque. Ouais. On le répète, si on veut des secteurs vraiment. Ouais. En Europe, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'alerte Non, il n'y a pas d'alerte, pas de figure de retournement. Ouais. Je me fais même surprendre de devoir mettre des résistances supérieures sur les graphiques. Ouais. Ça continue régulièrement. Ouais. L'assurance surperforme depuis quelque temps, malgré des secousses sur des valeurs comme Scorp. C'est la réassurance, qui a pourtant un très beau parcours. On a les télécoms où ça frémit un peu. On peut regarder, mais les télécoms, on l'a annoncé plusieurs fois et ça s'est mis en place. C'est peut-être en train de surperformer. Il n'y a pas vraiment de secteur hyper fort. Ressources de base, on en parlait. Ça a monté, mais ça ne surperforme pas. Les valeurs elles-mêmes, non. Donc, c'est directement lié aux matières premières. Les équipementiers. Automobile, automobile. Ouais. Ça se met en place. Avec pas beaucoup de momentum, mais on lisait en début de semaine sur Forvia. Et puis, Forvia, finalement, elle a bien progressé cette semaine. Donc, le momentum, ça avance. La Chine, toujours. Ouais. Et les paniers de matières premières. Le Como a encore une douzaine de pourcents de place à prendre derrière. Pour conclure, Jean-Louis. Non, mais sur Olot, là, que tu as cité, la direction d'Olot achète des titres depuis déjà un certain temps. Donc, il y a plein de boîtes qui achètent des titres. Hein. Ouais, non, mais moi, ça m'a surpris parce que c'est vrai qu'Olot, ils n'ont pas la taille critique, ils ont quand même beaucoup de difficultés, etc. Et le titre a monté. Et donc, auprès de l'AMF, on voit bien les annonces et les déclarations obligatoires si jamais des insiders achètent donc des titres. Et c'est le cas sur Olot. Voilà, c'est assez étonnant. Ah, mais c'est à suivre. Hein. C'est toujours des informations d'insiders à suivre. Hein, bien sûr. Il y aura quelque chose à un moment donné. Mais c'est vrai que ça achète un peu. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous comme chaque troisième vendredi du mois, les 3 sorciers de Smart Bourse pour débriefer l'échéance du mois de mai en l'occurrence sur les marchés avec un CAC qui clôture en léger retrait, moins 0,25% sur cette séance, 8167 points. Merci à vous 3 messieurs, les 3 sorciers de Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un peu de pédagogie boursière. Louis Yang, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, cofondateur du Café de la Bourse. La pédagogie concerne le sujet des dividendes au sens large. Et cette question précise, pourquoi investir dans les actions à dividendes dans le contexte actuel, au moment où on se parle, au terme ou quasi-terme de ce premier semestre de l'année 2024, Louis? En fait, là, les dividendes, c'est une période. On est dans une période de versement de dividendes, donc c'est intéressant de revenir sur les fondamentaux de ce type de société. Aujourd'hui, c'est souvent des sociétés, c'est souvent des sociétés solides dans leur secteur, qui ont une position relativement stable, qui génèrent des profits. Donc, du coup, dans le contexte actuel, on arrive quand même à des niveaux de marché où on commence à se poser des questions. C'était le sujet de la discussion avec les 3 sorciers juste avant, je ne vous le cache pas. Ça peut être bien de revenir sur des valeurs où on peut maîtriser davantage le risque, où on a un rendement qui est généré de manière annuelle ou trimestrielle en fonction des sociétés. Donc tout ça fait que les actions à dividendes, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre pour la deuxième partie de 2024. Ouais.
Il y a ce qu'on appelle aussi, alors c'est la caste des aristocrates du dividende. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Louis ? Si on va aller un cran au-dessus, c'est-à-dire aller sur ce type de valeurs qui sont en fait des valeurs qui doivent répondre à 3 critères. Ça doit être des grosses capitalisations, qui ont un volume de transactions quotidien élevé et surtout qui ont versé des dividendes pendant 25 ans en croissance. Ah, c'est ça. Il faut qu'il y ait un track record de long terme. C'est ça. Sans rupture, sans année où on a coupé les dividendes, arrêté, baissé les dividendes ou autre. C'est la régularité du versement des dividendes qui fait qu'il y a quelques valeurs qui sont des aristocrates, comme on dit, mais on en parlera tout à l'heure. Mais quand on oriente son investissement vers les valeurs à dividendes, et vous faites bien de le rappeler, c'est quand même la base, c'est le rendement du capital, le rendement de l'actionnaire. Ça diffère des stratégies momentum, par exemple. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, des pièges à éviter ? En tout cas, de quoi faut-il se méfier, effectivement, quand on cible une action à dividende ? Le premier point à rappeler, c'est qu'un dividende, c'est pas garanti. Malgré ce qu'on vient de dire sur les 25, il peut se passer des choses. Exactement. Donc, c'est pas garanti. Ça dépend des bénéfices de la société et de la politique de distribution de la société. Donc, c'est toujours bon de rappeler ça pour commencer. Après, c'est un point important, une erreur à pas commettre, c'est de regarder le rendement actuel d'une action, parce que l'action, elle va fluctuer. Le rendement, c'est bien, mais il faut regarder aussi comment se comporte l'action en bourse. Et une performance boursière négative va annuler le rendement. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder la société en son ensemble. Pourquoi elle arrive à verser un dividende élevé ? Est-ce que c'est parce que le cours s'est écroulé ? Est-ce que c'est parce que justement elle ne sait plus quoi faire de sa trésorerie ? Au-delà de 10% de dividendes, même peut-être un peu avant, il faut se poser des questions, quoi. C'est-à-dire qu'une boîte qui verse 4-5% de dividendes, ça peut être tout à fait légitime et c'est tout à fait bon pour la... Si la boîte, si le rendement effectivement de l'action ou du dividende est autour de 15%, il faut se poser des questions sur la santé financière de l'entreprise. Déjà, aller regarder, premier réflexe, aller regarder le cours de bourse. Ah bien sûr. Est-ce que justement la rentabilité globale de l'action elle est positive ou pas ? Parce que si elle fait 15% et que le titre a perdu 30% sur une année, le dividende n'a pas servi à grand chose. Exactement. Justement, là, c'est quoi les critères clés pour s'assurer qu'une valeur ou qu'un groupe est en capacité de verser du dividende de manière régulière, etc. Puisque c'est ça qui est intéressant dans ces stratégies. Il faut regarder les fondamentaux de la société au sens large. Donc une grosse capitalisation généralement. Donc c'est des sociétés qui vont être mieux installées. Regardez le ratio d'endettement. C'est pas la start-up qui verse des dividendes. Bien déjà, sûr, elle n'en verse pas. Mais voilà, non mais. Oui. Mais il peut y avoir des small caps qui vont verser des dividendes, mais qui vont être plus à risque pour différentes raisons de liquidité, de solidité du bilan, etc. Donc taille de l'entreprise. Exactement, taille de l'entreprise, l'endettement, le ratio d'endettement, surtout dans le contexte actuel. Attention au coût de la dette, ça c'est un point important, donc il faut regarder ça. Regardez aussi la croissance des profits, parce que tout part de là. Il faut que l'entreprise soit bénéficiaire et augmente ses bénéfices, donc regardez ça. Regardez du coup les dividendes sur un laps de temps long. On a parlé des aristocrates sur 25 ans, mais sans aller peut-être sur 25 ans, sur des entreprises au moins 3, 5, 10 ans, identifier des sociétés qui ont versé des dividendes en croissance sur des laps de temps longs. Et du coup, au final, regardez la rentabilité globale de l'action, plus-value boursière, plus dividende. Bien sûr. En France, si on prend les grandes capilles françaises, qu'est-ce qu'on appelle action à dividende dans la cote française aujourd'hui ? Si on regarde au niveau 440, les sociétés intéressantes, ça va être AXA à suivre, Crédit Agricole, Stellantis, Engie. Ce sont des sociétés qui non seulement génèrent un rendement justement autour de 5% avec les cours actuels, mais vont avoir aussi un cours de bourse performant sur les dernières années. Bon, c'est vrai que les banques versent beaucoup de dividendes. Alors attention, c'est vrai qu'on a vu des périodes, secteur très régulé, où le régulateur européen peut imposer la suspension du versement des dividendes bancaires. Par exemple, pendant les le banques, Covid, c'est toujours un secteur un peu à part de ce point de vue-là. Vous ne citez pas les pétrolières, mais Total est toujours l'exemple emblématique. Pourquoi on n'a plus le droit de parler de Total ? Non, bien sûr. En plus, Total verse des dividendes trimestriels. Et je crois que c'est une des pétrolières qui n'a pas coupé ses dividendes, y compris pendant les moments compliqués du Covid. Exactement. Et après, dans les grands classiques, on peut citer Sanofi, qui en plus intègre justement le groupe des aristocrates du dividende européen.
Donc il y a une trentaine de valeurs à peu près, et Sanofi en fait partie. Donc ça, c'est aussi une valeur dividende intéressante à suivre. Ouais. Et si on regarde la cote internationale, quelles sont les valeurs à dividendes emblématiques aujourd'hui On va bien sûr penser à Coca-Cola, qui par exemple sur les 20 dernières années, on parlait des 25 ans. Ça, c'est un aristocrate, ça. C'est aristocrate, totalement aristocrate, rendement multiplié par 4 sur les 20 dernières années. Ça va être Johnson & Johnson, ça va être Walmart, enfin des sociétés américaines bien établies, et ce sont toutes des aristocrates. Oui. Et puis on peut regarder, parce qu'il y en a qui aiment bien aussi regarder, alors non seulement la capacité de l'entreprise à verser un dividende régulier sans interruption pendant un laps de temps long, 20, 25 ans, mais il y a aussi même des entreprises qui sont capables de relever et de faire progresser leurs dividendes. Donc là, il y a encore un élément supplémentaire pour des entreprises qui sont capables d'augmenter régulièrement le niveau de justement, dividendes pour être versés, qualifié d'aristocrate, il faut ce critère-là. Qu'on soit capable d'augmenter effectivement son dividende. Intéressant aussi de noter, alors ça c'est un peu nouveau dans le paysage, mais les grandes blue chip tech américaines se mettent à verser des dividendes. Alors Apple Microsoft, c'est déjà fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment des aristocrates, ou dans le sens, c'est les plus gros verseurs de dividendes au monde en termes de montant. Mais intéressant de voir récemment qu'un Facebook ou qu'un Google commence à créer un peu cette idée-là aussi. Alors, c'est des tout petits dividendes aujourd'hui. J'imagine que c'est pas ce qui fait l'intérêt de l'action Facebook ou Google aujourd'hui. Mais ça y est, ils sont partis aussi dans l'histoire des dividendes, quoi. Oui, puisque ce sont des entreprises qui commencent à être quand même bien établies, très bien, qui ont des excédents de trésorerie, et donc évidemment elles rentrent dans ce process. Et puis c'est important aussi de fidéliser l'actionnariat sur des valeurs qui historiquement étaient plutôt des valeurs growth, donc avec aussi des gens qui sont davantage sur des stratégies momentum. Donc oui, tout à fait. Comment on fait pour investir dans les valeurs à dividendes? Alors il y a évidemment le stock picking. Si on ne se sent pas armé pour faire du stock picking, est-ce qu'il y a d'autres manières détournées, indirectes, de choisir des stratégies à dividendes, justement? Il y a les ETF. Les ETF dividendes, l'offre assez considérablement étoffée. Donc il y a vraiment beaucoup de choses possibles en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça permet de diversifier, de ne pas avoir de stock picking à faire. Donc ça peut être des ETF à dividendes européens, à dividendes américains, dividendes monde. Il y a même des ETF dividendes, aristocrates du dividende. On peut aussi y greffer des critères complémentaires, par exemple des critères ESG, donc un ETF dividende qui respecte les critères ESG, ou aussi par exemple des ETF dividendes qui vont aller sélectionner des valeurs du S&P 500 les moins volatiles. Donc on peut vraiment adapter sa stratégie via les ETF pour diversifier, ne pas faire de stock picking, tout en ayant différents critères d'investissement qu'on peut mettre en place. Bon, c'est le back to basic, c'est le B à bas, effectivement, la rémunération du capital, le rendement du capital, et c'est le dividende qui est bien sûr le rendement pour l'actionnaire, le retour au dividende. Voilà, dans un contexte de marché où effectivement, c'est ce qu'on décrivait juste avant, on est peut-être un peu à bout de souffle en termes de momentum sur les indices actions, et des valeurs à dividendes peuvent rassurer si demain, la deuxième partie d'année 2024 était un peu plus turbulente. Merci beaucoup Louis, merci d'avoir été avec nous comme chaque mois pour cet exercice de pédagogie boursière. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.